Alors, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir donc Julien Romanetto dans Going Global, la conférence qui donne la parole aux entrepreneurs ayant réussi leur développement à l'international. Mais avant de te donner la parole, Julien, je voudrais juste prendre un instant pour planter le décor et donner les raisons pour lesquelles nous avons souhaité chez New Fund aborder l'international comme sujet central de notre attention sur les mois et peut-être les années à venir. Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs avec nous ce soir qui assistent à cette conférence et je pense que vous avez tous accompli un travail énorme depuis 6 mois pour faire face à une situation hors norme. Alors, vous avez fait preuve de réactivité pour reconfigurer vos modèles, pour prendre aussi des décisions parfois difficiles vis-à-vis de votre personnel. Et j'imagine que vous continuez encore à faire preuve de créativité tous les jours pour conserver, voire gagner des clients. Et pour arriver à sortir de l'ornière, nous pensons chez New Fund qu'il va falloir que les entrepreneurs français se tournent résolument vers l'international et réussissent à la conquête de l'Europe, des US, de l'Asie, très tôt dans l'histoire de leur développement. C'est un état d'esprit qui n'est finalement pas si répandu que ça dans les dossiers que nous pouvons recevoir. On en reçoit à peu près 2800 par an. Et ce mindset, on l'a vu chez Julien. Il suffit de regarder son parcours depuis le milieu des années 2000, déjà 15 ans d'entrepreneuriat. Je rappelle aussi que New Fund n'a financé aucune de tes startups. Tu es là donc de ton plein gré. Donc ce soir, on relève la tête du guidon et on prend un peu de recul par rapport aux opérations quotidiennes. Si vous le voulez bien, on va essayer avec toi, Julien, de cerner les choses à faire ou à ne pas faire lorsqu'on tente l'aventure de l'international. Et tout ça sans bullshit, en étant le plus spécifique possible. Alors, je m'adresse aussi à tous ceux qui nous écoutent. Vous avez la possibilité, donc, comme d'habitude, de poser vos questions. Et pour organiser ça, moi, je vous propose de les faire passer par le module de chat de Zoom que vous connaissez. Il suffit de cliquer donc, sur le bouton « Converser ». J'essaierai d'en faire passer un maximum. Donc, ça, n'hésitez pas. En général, ça se passe plutôt très, très bien. Voilà, ça, c'était pour l'intro. Julien, donc on va remonter un peu dans le temps. Peux-tu te présenter dans un premier temps? Et après, on verra juste après comment tu nous présenteras l'ensemble des startups dans lesquelles tu as été impliqué et qui ont eu donc un rayonnement international. À toi de jouer, Julien. Est-ce que tu peux te Ok, présenter? bonjour à tous. Merci Fred pour l'intro. Me présenter, donc j'ai 41 ans. J'ai effectivement monté ma première boîte en 2004, donc ça fait un peu plus de, ça fait 16 ans. Je suis ingénieur en réseau télécom. Ça m'a pas beaucoup servi dans mon parcours, mais je suis quand même tech, donc je suis développeur. J'ai quand même développé pas mal de choses, en tout cas au début dans les premières boîtes, maintenant un peu moins. Et voilà, et j'ai monté, je ne sais plus, 5-6 boîtes en tout. Certaines ont marché, d'autres très bien marché et d'autres pas. Donc, certaines sont allées à l'international en Europe, d'autres aux États-Unis, d'autres qu'on a faites directement sur le sol américain. Donc ouais, il y a plusieurs expériences. Si tu veux, je commence en Ben voilà. 2004. Bah oui, Voilà, moi, bonne intro. je suis sorti de mes études et j'ai fait juste 3 ans dans une SS2I. À l'époque, on appelait ça comme ça. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était ESN, le nouveau terme. Mais voilà, que ça s'appelait Group Open. J'ai bossé 3 ans pour découvrir le monde du travail et j'ai rapidement monté ma boîte en 2004 après un passage touristique aux États-Unis où j'ai vu l'évolution et le monde du blog qui était en train de partir aux États-Unis. Je me dis, tiens, mais pourquoi pas la faire en France? Et voilà, donc on a lancé ça. J'ai trouvé deux associés à l'époque qui sont Frédéric Montagnon et Gilles Mokobeg. Voilà, Fred est toujours mon associé et Gilles est resté dans une des boîtes sur le parcours. Voilà, donc on a décidé de monter Overblog. On a monté Overblog. On est rapidement monté très fortement en termes de trafic, etc. En 2006, TF1 est rentré au capital. Donc c'était ce que je rappelle, en 2006, il n'y avait pas trop de fonds. Je sais pas quand date Newfound, le premier truc, mais 2008 pour New Fund. 2008, tu vois, alors il n'y avait pas encore de fonds. Et donc, à l'époque, c'était encore les industriels. Il y avait des tout petits fonds, mais ce n'était pas encore comme la folie comme aujourd'hui. Donc là,
on avait l'opportunité de faire rentrer un industriel. Il y avait même SFR qui voulait rentrer. Et finalement, on a choisi TF1 à la fin. Il n'y avait pas trop de fonds, hein, c'était pas la mode, même si c'est un autre sujet, mais le faire rentrer un industriel dans une startup en démarrage, au début, on était très contents et TF1 a apporté pas mal de choses. Mais avec le recul, c'est vraiment pas ce que je conseille Ouais. aux startups dans lesquelles j'ai investi ou qu'on peut suivre. Faire rentrer un industriel, c'est compliqué. C'est très compliqué, surtout au début. Et surtout, voilà, ça devient vite problématique. Bref, on fait rentrer TF1, on continue de monter, on fait un vrai combat avec Skyrock, Skyblog. Voilà, on est devenu numéro 1 en France, puis en Europe, pour faire plus rapide. Et ensuite, on a vendu Overblog à Webedia en 2010, non, 2012, pardon, 2012. Et entre-temps, alors je reviens, mais entre-temps, voilà, on avait monté une autre boîte. Donc ça, c'est une autre erreur. C'est pareil à l'époque, on le faisait plus, mais voilà, on a monté 2 boîtes parce qu'Overblog marchait bien. On a monté une autre boîte. Et je ne conseille pas non plus de monter 2 boîtes en parallèle. C'est pas ce truc, mais on a monté Nomao, qui était un moteur de recherche géolocalisé, voilà, qui a eu son heure de gloire aussi. Et voilà, on avait ces 2 boîtes-là et on a eu l'idée d'en faire une troisième qui était du contenu à la demande. Le contenu à la demande, c'est tu fais rédiger des articles par des gens lambda, par n'importe qui. Hein, on demande des experts de comment déboucher ses toilettes en 3 étapes, donc du contenu evergreen pour pouvoir le référencer sur le moteur de recherche. La base de notre expertise, c'était le SEO. Je ne vais pas préciser, mais c'était un peu ça. C'est pour ça qu'Overblog a explosé, parce que c'était les débuts des SEO, on était assez bon dans le domaine. Et donc là, on s'est dit, voilà, on va faire un site avec plein de contenus plutôt evergreen qu'on va monétiser via la pub et référencer sur les moteurs de recherche. Il y avait un pendant américain qui marchait très bien là-dessus. Donc on décide de monter ça, on en parle à 2-3 personnes et il y a une personne qui nous dit bah, attendez, il y a Pierre Chapaz et Bertrand Quesada et Laurent Binard. Donc c'est ceux qui avaient fait Wikio à l'époque, c'est pour ceux qui connaissent, et la même boîte s'appelait eBuzzing. Et eux, ils étaient pas soudés, mais il y avait Pierre Chapaz qui était actionnaire dans les deux, bref. Et il y a un mec, et eux avaient la même idée de faire la même chose, ce site de contenu à la demande. Donc on s'est dit, OK, mais pourquoi pas se rencontrer et voir si ça fit. Et si ça fit, on fait le truc. Ça fit. Nous, on a apporté une expertise technique, eux, un peu plus marketing. Donc voilà, on se dit, OK, mais alors on fusionne les 4 boîtes, on en crée une grande entité et on développe ce projet. Donc c'est ce qu'on fait. Ça fusionne, hop, on lève 4 millions à l'époque, il se passe 1 an, on développe le projet comme c'était prévu. Un point. Comment s'appelle du coup la boîte, l'entité des 4 Alors, boîtes? elle a changé 3 fois de nom. C'était Groupe Wikio. Après, c'était eBuzzing. C'est devenu eBuzzing. Et après, on a racheté, donc j'y viendrai, mais on a racheté une boîte qui s'appelle TIDS, TEADS, qui était une boîte à Montpellier, montée par Loïc Soubéran. Et on les a rachetés. On a pris le nom parce que eBuzzing, c'était un peu old school, on va dire. Donc voilà, ça a changé plusieurs noms. Donc on fusionne tout ça, on fait ce projet de contenu à la demande. Génial, on produit, je ne sais plus, 3-4 000 articles par jour. C'était assez dingue dans plein de langues différentes, parce que les articles, évidemment, on les traduisait en toutes les langues, et on les publiait sur plein de sites, à nous ou des partenaires. Et on lève, du coup, derrière ça, avec la traction qu'on avait, on lève dans les 25 millions. Donc, je ne sais plus quand c'était exactement, mais c'était en 2010, je crois. Ouais. 2010, on lève 25 millions en juillet peut-être, je crois que c'était en juillet. Ah ouais. Et en août, on a l'argent sur le compte et Google arrive et dit à nos concurrents américains qui venaient de faire leur IPO sur le même modèle que nous, le contenu à la demande, il leur a dit j'aime pas trop ce que vous faites parce que finalement c'est un peu joué avec mon algorithme de recherche puisqu'on se positionnait là où c'était le plus simple pour pouvoir et là où il y avait le plus de revenus publicitaires. Donc Google n'a pas trop aimé. Et à l'époque, ils ont fait une mise à jour qui s'appelait Panda 2. Et Panda 2, qu'est-ce qu'il a fait? Ça a divisé le trafic par 2 de nos concurrents et de nous. Donc, avant, un article était rentable en 9 mois. Tu vois, au bout de 9 mois
l'affichage, il était rentable avec la pub. Là, on passait à 18 mois. Bon, le modèle était un peu moins vertueux, mais ça va, quoi. Tous les 10 mois, c'est quand même sympa. Mais 15 jours après une conversation, pas mal de concertations et de discussions avec tous les gens tous les associés, on a décidé de tout arrêter parce que le modèle était trop Google dépendant et qu'on ne pouvait pas aller bien loin avec ça et c'était vraiment risqué de continuer. Donc voilà, c'est pareil, quand on est trop dépendant d'un GAFA, c'est toujours compliqué. Parce qu'on n'a pas du tout la main dessus et on ne peut pas y faire grand-chose. Donc il y a pas mal de boîtes, on connaît, qui sont mortes parce qu'elles étaient dépendantes des GAFA. Et après, il y en a qui marchent très bien aussi, mais voilà. Mais du coup, voilà, on se dit, mais qu'est-ce que vous allez faire des 25 millions? Rendez-nous-les ou... Je dis, ben non, on ne va pas les rendre. On va les utiliser sur les 4 boîtes qu'on avait fusionnées au départ, dont 2 marchaient très bien, donc Overblog et eBuzzing. eBuzzing qui était à l'époque, c'était monté par Bertrand Quesada et qui faisait des blogs, des posts sponsorisés, des blogs. Donc, on payait les blogueurs, comme aujourd'hui les influenceurs, pour qu'ils parlent de produits. C'était la même chose. Et Bertrand a eu la bonne idée de prendre le virage de la publicité vidéo qui venait d'arriver. Donc, voilà, il a pris la vague au début et il s'est mis là-dessus. Et du coup, ça a projeté la boîte très rapidement dans des chiffres assez intéressants. Donc, on s'est dit, voilà, on va prendre ces 25 millions et on va s'en servir pour faire l'international auprès d'eBuzzing et d'Overblog. Et surtout d'eBuzzing, parce que c'était vraiment les chiffres. Overblog, ça faisait un trafic démentiel. On était dans le top 10 des sites français. Mais le revenu était compliqué parce que tu maîtrises pas le contenu. Donc, c'était toujours compliqué d'annoncer dessus, etc. Et en plus, on reversait une partie aux blogueurs. Donc, c'était très compliqué. Alors qu'eBuzzing, c'était des marges très belles sur la publicité vidéo, puisque les modèles étaient appliqués à ceux de la télé, avec des gros CPM qui étaient beaucoup mieux que le display à l'époque. Il y avait juste des petites pubs. Alors, Julien, Donc, bref. je t'attends une petite seconde. Là tu dis, voilà, Tids, en tout cas eBuzzing, et en fait, d'entrée de jeu, vous aviez en fait ce prisme international, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que la France était un terrain de jeu qui était trop petit, et tout de suite, vous pensez à quoi? Vous pensez à l'Europe? Vous pensez Écoute, US? ça vient de Pierre Chapaz. Donc, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais Pierre Chapaz est un grand entrepreneur français. Il a fait beaucoup de choses, dont Quelcou avant nous. Avant Tids, il a fait Quelcou. Il a fait d'autres choses, mais il a fait Quelcou. Et Quelcou, la stratégie de Pierre, c'est on devient très vite numéro 1 en Europe à base de fusion et d'acquisition. Okay, donc, on devient numéro 1 en France, évidemment. Une fois qu'on est tout de suite numéro 1, voire numéro 2, on va voir dans tous les voisins s'il n'y a pas des stratégies de fusion, même à 50-50 sur les premières, et après, voir d'autres pour fusionner. C'est ce qu'il a fait avec Quelcou, et c'est devenu le moteur de recherche, le comparateur de prix à l'époque, c'est plus maintenant, mais comparateur de prix. Et du coup, quand Yahoo est arrivé des US pour acheter parce qu'ils faisaient ça aux US, ils se sont regardés, ah ben c'est qui le numéro 1, c'est quel coût, ok, c'est combien tu veux, 500 millions, allez tiens, tu les prends. Et c'était une des plus belles acquisitions en Europe, c'était quel coût, et, voilà, et Pierre avait tout manigancé là-dessus, donc voilà, c'était une bonne stratégie. Et donc on s'est dit, ben, on va la refaire, puisqu'on a 25 millions, donc faut quand même être armé, hein, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles sur la route, mais on va refaire la même chose. Donc, on a pris ces 25 millions et en fonction de ce qu'on trouvait dans les pays, soit on rachetait une boîte. Donc, quand on dit racheter, c'est souvent fusionner. Hein. On donnait des parts. Tu dis, voilà, tu vaux combien? Nous, on pense qu'on vaut tant. Est-ce que les mecs sont cool? Ok, bon, ben voilà, tiens, voilà des shares en échange. Et puis voilà, et on travaille sur le même nom. Et puis, on se développe en Europe. Et ça, très, très vite. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Hein. Il y a des pays où on a racheté des mecs, au bout de 6 mois, ils se cassent parce que voilà, ils avaient plus envie de bosser, ils se retrouvent avec l'équipe, ça avance plus, ça marche pas. C'était le cas de l'Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est quand même un pays bien compliqué. Donc là, en Europe, c'est chaque pays a ses spécificités, tu vois. Hein. On a racheté en Italie, ça s'est très très bien passé. Peut-être parce que c'est latin aussi, je sais pas. Mais on a ouvert au UK, on a ouvert en Espagne. On a racheté plein de petites boîtes. Je ne sais plus combien on a racheté, mais une quinzaine, je crois, en tout. Ouais, on a racheté pas mal.
Alors, très compliqué aussi dans la culture de société, ça faut vraiment faire attention parce que tu te retrouves qu'avec des CEO en face de toi. Tu as plein de CEO, plein de CTO, plein de… Donc, ça, c'est dur. Tu perds beaucoup de gens sur la route aussi, quoi, hein. Donc, il y a un peu de casse. Quand tu vas vite dans les fusions-acquisitions à l'international, il y a de la casse. Il faut bien le gérer parce que ça peut venir vite la merde. Surtout avec plusieurs pays, tu vois. Donc, après, on avait beaucoup de summits avec l'ensemble des pays. Donc, tu te retrouves avec tout le monde et là, tu peux vite Alors, sympathiser. ça, c'est intéressant parce qu'il y a une question là, du coup, que je me pose, c'est comment tu fais, parce que si tu rachètes des boîtes, elles ont chacune leur interface, chacune leur infrastructure IT, leur façon de faire. Là, tu parlais de culture à l'instant. C'est quoi la bonne pratique? Est-ce que tu imposes tout à partir de la France ou à quoi ressemblait eBuzzing, enfin l'ancêtre de Teads, au UK ou en Allemagne à ce moment-là? Bah alors, c'est pas une boîte tech à la base, un Tids, c'était une boîte de commerciaux, hein. Donc, il fallait vraiment aller voir les annonceurs et les publishers pour aller. Donc, il y avait du business pour les publishers et le reste, c'était les commerciaux. Donc, les technos, c'était ton CRM, quoi. Donc, c'était pas folichon. Chaque équipe avait son truc. On n'avait pas une techno. Pour ça qu'on a racheté Tids parce qu'il nous manquait justement après pour monter dans les tours, il fallait qu'on ait une vraie techno de ce qu'on appelle le real-time bidding, une plateforme d'échange où tu peux acheter, vendre comme tu veux, avec une infrastructure correcte. Et ça, Loïc Soubéran venait de le faire avec Tilt. Donc, on leur a dit, ben, voilà, on vous rachète pour la techno et on a pris le nom au passage. D'accord. Après, je pense que ouais, il y a plein de boîtes. Je pense que c'est je vois ça dans les modèles SaaS. Si tu rachètes un autre SaaS, voilà, ben, il faut choisir, quoi. Il faut faire un choix avec des migrations assez longues. Enfin, même en tant qu'utilisateur, on l'a tous vécu. C'est plus ou moins bien fait. Ça, c'est un peu au feeling de chaque société, quoi. Mais D'accord. l'historique est lourd. Et imposer un truc, c'est très lourd et très long. Ça ne se fait pas en claquement des doigts. C'est vraiment très, très chiant. C'est très, très chiant. Il faut vraiment faire gaffe à ça. Alors, je fais juste une petite parenthèse, parce qu'il y a déjà une première question là, de la part de Benjamin Brion de Moodwork. Au UK et en Espagne, est-ce qu'il faut donc passer par la création d'une filiale sans rachat? Comment toi tu vois la chose, toi? Bah, ça dépend un peu des opportunités. C'est le truc, c'est faut le trouver quand on dit il faut fusionner avec le concurrent, etc. Bon, bah, des fois, le concurrent, il fait 5 fois ta taille. Donc, bah, t'as pas envie de fusionner. Au UK, souvent, les boîtes sont un peu plus grosses, sont anglo-saxonnes. T'as pas envie de fusionner parce que tu vas représenter 10% du capital. Il faut que tu t'entendes bien quand même avec les mecs. Il faut que les actionnaires, les investisseurs de cette boîte-là soient OK. Ça fait beaucoup de si. Donc, il faut en voir plein. Il y en a un qui match. Et des fois, ça ne matche pas. Donc, quand ça ne matche pas, ben, tu embauches les meilleurs et puis tu y vas. C'est un peu au feeling. Après, nous, il y avait des pays où il y avait rien à racheter. En Espagne, il n'y avait pas de boîte à l'époque qui faisait ce qu'on faisait. Donc, il n'y avait pas à racheter. Donc, on a monté les bureaux. On a trouvé un MD, un responsable du pays, et puis qui était très bien. Et puis, on l'a mis là-bas et dit, bah, monte l'infrastructure e-buzzing Espagne. Donc l'Europe plutôt compliqué. Facile et compliqué, si j'ai bien compris, en fonction des opportunités. C'est, écoute, les règles, ça dépend ce que tu veux faire avec ta boîte. Si tu veux devenir numéro un mondial, il vaut mieux passer directement par les États-Unis. Mais c'est évidemment très, très compliqué. Il faut lever beaucoup d'argent, il faut être plutôt dans les modèles SaaS, etc. Souvent, le modèle européen, alors c'est assez moche à dire, ou pas, mais c'est d'être numéro un en Europe très rapidement pour que les Américains ils te regardent et qu'ils disent ah ben quand un Américain va arriver, il va racheter le numéro un parce qu'il ne rachète jamais le numéro 2. Le numéro un, c'est UK, France, Allemagne. Les autres pays, entre guillemets, c'est vraiment annexe. Mais si tu es numéro un dans ces 3 pays, qui sont les 3 pays les plus riches d'Europe, bah, du coup, tu t'intéresses les Américains et tu te fais racheter. Ça, c'est une des stratégies. C'est une des stratégies. Voilà, il y en a eu plein. Et c'est souvent comme ça que ça marche parce que l'inverse, tu peux te dire OK, et c'est ce qu'on conseille le plus maintenant, nous, quand on investit dans des boîtes, ben, en fonction du modèle de boîte, ben, pars directement aux États-Unis, saute la case France et pars directement aux États-Unis parce que voilà, tu peux devenir plus gros plus vite. Et ta boîte peut intéresser
la thématique de ta boîte, ça peut bien marcher aux US. Tout ne marche pas, quoi, tu vois. Mais par contre, il faut y aller avec beaucoup de sous. C'est le problème des États-Unis. Du coup, je reprends. Je sais plus ce que bon, bref, on rachète Tids. Et là, là, il faut justement partir aux États-Unis parce qu'on avait l'Europe. Donc, on avait tous les pays d'Europe à peu près. Ça tournait à peu près bien. Donc voilà, il y en a qui s'occupaient de maintenir justement tout ce qu'on disait, toutes les problématiques. Mais on y arrive. La vidéo est comme ça. Donc, on est porté par la vague. On fait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, on a beaucoup d'argent. Et du coup, on dit, OK, on va lancer les États-Unis. Et là, on part aux États-Unis, donc on envoie. Du coup, il y avait encore Overblog dans le délire. Hein, on part ouvrir Overblog aux États-Unis et Tids aux États-Unis, où là, tu arrives dans un monde un peu. Tu as toujours l'impression de tout connaître, et puis en fait, finalement, tu arrives à New York. Donc, il faut déjà savoir que juste rien que le fait de déplacer 2-3 personnes de France aux États-Unis avec les visas. Le déménagement, trouver ton appart et tout le machin, etc. Trouver des bureaux. Déjà, on tente, on a rien que ça, c'est 6 mois. Tu vois, c'est difficile de faire plus. Et tu as déjà cramé, quasiment 1 million parce que faut doubler les salaires. Si tu ne veux pas changer ton train de vie, pour New York, hein, attention. Mais la vallée, c'est un peu pareil. Et puis, autre part, il n'y a pas trop d'intérêt d'y aller. Tu doubles déjà ton salaire, plus tous les frais associés, plus il faut trouver ton remplaçant pour s'occuper de l'Europe, parce que toi, tu vas être focus sur les États-Unis. Voilà, ça te coûte très cher. Et après, il faut trouver un responsable pays, parce que toi, il faut que tu sois là, mais c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un de la culture avec son réseau américain, etc. Oui. Et là, c'est dur. Et là, c'est dur. J'ai vu que j'ai passé 5 ans à New York. Donc, j'y suis allé, j'ai passé 5 ans. J'ai parlé à plein d'entrepreneurs français. Un des avantages, par contre, quand tu es expat, c'est que tu as un réseau francophone et européen même très fort, beaucoup plus fort qu'en France, puisque voilà, tu es ensemble, tu es dans le même bateau et il y a beaucoup d'entraide et on se connaît tous. Et donc voilà, l'embauche, c'est le premier. Et quand je reprends tous mes amis qui ont monté les boîtes là-bas, le plus dur, c'est le recrutement du mec, du patron du pays. En tout cas, ton premier recrutement, parce que tu sais autant que moi, un Américain, il est beaucoup plus à l'aise de par l'éducation que les Américains donnent à leurs enfants pour parler devant tout le monde. Tu vois, ils font toujours, tu vois, dans les films américains, le mec se met devant la classe, il faut qu'il parle de ses lunettes pendant une demi-heure à tous ses copains. Nous, en France, en Europe, on sait pas faire ça. Tout le monde est super timide, t'ose pas, machin. L'Américain, il fait OK. Donc, en entretien, même un tech, même un dev, encore plus timide normalement, eh ben, le mec, il sait se vendre mieux que personne. Il sait exactement quitter, il sait exactement ce que tu veux et il va te faire. Et toi, tu vas faire ah putain, mais trop cool, c'est le mec qu'il nous faut. Le mec est trop bon, il a un réseau de dingue, machin. Sauf que c'est un Américain. Et finalement, donc tu prends ce mec-là parce que toi, tu arrives de France, tu dis putain, mais les mecs, ils sont largement meilleurs qu'en France. Alors, le mec trop cool, trop de réseau. Ok, ça va être top. Tu prends, le mec, il n'arrive pas à faire la moitié de ce qu'il te disait. Il connaît que un quart des gens que tu connais et tu te fais embobiner. Et le temps que tu découvres le truc, bah, tu as perdu 3 mois. Alors, heureusement, aux États-Unis, quand tu dégages, ça va vite. Tu as quand même perdu 3 mois. Toi, ça t'a coûté du temps, etc. Et ça t'a coûté très cher. Et ça, c'est ceux qui ont échoué, ou en tout cas ceux qui ont perdu beaucoup de temps au démarrage, ça se compte. Tu as vite fait de perdre un an entre ton arrivée, trouver le mec, le voir qu'il n'est pas bon et d'en reprendre un autre. Tu as perdu un an. Tu as perdu un an et pas mal d'argent. Ça, c'est donc souvent ce qu'on dit, le premier truc à faire aux US, c'est un DRH. Trouver un DRH. Parce que sinon, tu perds trop de temps. Alors, ça dépend. Nous, on avait beaucoup d'argent avec Tids pour lancer les US. Donc, ça allait. Et, enfin, on avait une vision de grossir en équipe très vite. Alors, pour le coup, nous, on a eu de la chance parce qu'on a trouvé un mec sur Tids qui était un ancien joueur de golf professionnel. Et on a passé une tonne d'entretiens avec lui. Il a rencontré tout le monde, les investisseurs, etc. Le mec avait fait quelque chose, enfin, il avait développé une agence de pub comme Tids avant, et il l'avait fait passer de 1 à 10 millions, je crois. Quelque chose comme ça.
Donc, le mec avait un réseau, etc. Mais le mec, il arrive, il te dit, bon, bah, OK, moi, mon salaire, c'est 500K, plus 500K de bonus, et je veux des stocks. Et là, tu te dis, mais attends, mec, t'as cru que c'était la fête ou quoi? Mais en fait, tu es là, tu sais pas. Le mec, il dit, tu le connais pas, et bon, il a un petit track record, et tu dis que tu vas le payer plus que n'importe qui dans la boîte. Et finalement, on l'a fait. On a dit OK à ce mec-là. On a eu de la chance parce que ça aurait pu être, comme je vous l'ai dit, j'ai plein d'autres potes qui ont le même genre de profil, mais c'était pas le bon. Nous, on a eu le bon. Jim Daly, il s'appelle. Il est vraiment très, très bon. Il avait vraiment un réseau. Et au bout de 3 mois, le mec avait déjà ramené 5 millions de chiffres. Donc, beaucoup plus que son salaire. D'accord. Et au bout de 3 ans, ça c'est la belle histoire, nous on a de la chance, au bout de 3 ans, il faisait 50% de chiffres de tout titre des US. Parce que, voilà, l'avantage aux US, c'est que tu signes un contrat, c'est 1 ou 2 € de plus, Hmm. sans forcer. Tu vois, un truc de test en France, une campagne de pub de test sur le web à l'époque, c'était 50 000 balles. Aux US, c'était 1 million, quoi. 1 million pour tester, tu vois, pour voir ce que ça donne. Donc, voilà, c'est d'autres métriques, mais c'est aussi d'autres métriques sur les salaires et sur le truc. Et puis, et voilà, donc nous, on a eu de la chance sur cette histoire-là. Et, Du coup, sur la constitution de l'équipe, alors, j'ai bien compris qu'il fallait commencer en tout cas par quelqu'un, un MD, en tout cas un managing director. Mais après, l'équipe, très vite, elle se constitue. C'est quoi? C'est 5, 10 personnes. Enfin, comment tu ouais, calibres? ben alors, le truc, c'est que là, les MD, en tout cas nous, bah, c'est ce mec-là qui a ramené toute son équipe de la boîte d'avant. Parce D'accord. qu'il faut savoir qu'à New York, les mecs bougent extrêmement vite. Le mec, Hmm. tu lui donnes 10 000 balles de plus, le mec, il vient 2 semaines après, il est là, il bosse pour toi. Et Hmm. c'est normal, il y a un turnover. Alors, c'est peut-être très New York, mais il y a un turnover de dingue. Et puis, c'est aussi les sales. Hein, mais les techs, c'est aussi vrai. Alors, ça, c'est un autre conseil. D'ailleurs, je fais parenthèse. Toutes les boîtes qui ont marché, il faut laisser la tech en Europe. Elle est très bien en Europe, la tech. Les salaires sont beaucoup moins chers, les gens sont plus compétents, les techs aux US coûtent très, très, très cher. En plus, vous allez vous les faire voler par Facebook, Amazon, parce que le mec, il va te sortir un package que tu ne pourras pas rivaliser. Laissez les techs en Europe, ça c'est clair. Ça ne sert à rien de bouger aux US. Rien. Et donc, en fait, tu as une partie, enfin, une équipe principalement commerciale, un peu de marketing quand même. Oui, Marketcom, ouais. Marketcom. Marketing. Marketcom. Et, Les bizdev, pour titre, c'est les bizdev. ouais, Et ça, ouais. c'est le MD qui ramène son réseau, qui fait tout le truc. D'accord. Donc, c'est vraiment la clé d'entrée du marché US, hein, si je te suis. Donc, c'est vraiment de trouver la bonne personne, enfin, en tout cas, les deux bonnes personnes qui vont en Ouais, fait aller chercher leur bah, réseau. c'est clé. Voilà, c'est ça, le recrutement des premiers X gars, c'est toi qui les fais. Et c'est mieux d'être accompagné, justement. Alors, nous on ne l'a pas pris, hein, pour le coup, mais d'un DRH, ou en tout cas de quelqu'un qui t'aide à recruter parce que tu ne recrutes pas comme en Europe, quoi. D'accord. Donc, ouais, ça, c'est assez clé. Ça, c'est assez clé, mais ça coûte très, très cher. C'est aussi ça. Ouais. Et toi, alors, dans le dispositif, hein, moi, je sais que tu étais avec, à New York avec Frédéric Montagnon. Votre rôle à vous, c'était quoi alors par rapport au MD? C'était de. Est-ce que tu peux expliquer un peu euh, la façon dont vous bossiez en fait avec le gars et comment ça marchait? Ouais, en fait, encore une fois, on a eu de la chance parce que le mec était vraiment bon. Donc, si tu veux, on lui a expliqué tout le projet, voilà comment ça marche. Donc, voilà les clés pour les US. Voilà, et pas que nous. Et le mec a embauché son équipe, il a fait les premiers deals, il a tout fait. Tu vois, nous, on a juste suivi. Nous, on s'occupait encore de développer Overblog aussi sur la partie US qui a bien marché. On a fait pas mal de marketing, on a utilisé des agences. Alors, notre chose, mais sur la boîte d'après, on a pas mal travaillé avec les gens sur place, les cabinets d'avocats, les agences, etc. Et contrairement en Europe, l'agence, tu vas pas, c'est pas toi qui vas voir l'agence nous c'était l'agence d'Evernote, l'agence de marketing d'Evernote, de Dropbox. Tu vas pas avoir comme ça. C'est elle qui te choisit. C'est elle parce elle va seulement te prendre si tu as un potentiel de Dropbox pour pas salir son image. Et nous, on dit non, mais on est prêt à payer. Ouais, Mais non, ouais, mec, on ne te connaît pas, tu viens d'Europe. Nous, on travaille avec Evernote, Dropbox, tous les trucs fashion, Slack et machin.
Ah non, mais on ne peut pas travailler ensemble. Ça, c'est très dur pour travailler avec les bonnes agences. Elles sont prises d'assaut par toute la tech américaine, Ouais. où les mecs lèvent des tonnes. Donc, voilà, ça, c'est vraiment orienté. Tu vois, en Europe, on est vraiment orienté sur le revenu. Et aux États-Unis, c'est vraiment orienté sur la croissance. C'est vraiment deux mentalités de start-up différentes. En France, on veut vite aller faire du revenu pour être rentable, pour être break-even. Aux États-Unis, ils s'en foutent complet. Le but, c'est d'écraser tout le marché, d'être numéro un dans le pays. Il n'y a pas besoin de faire du multilingue, etc. C'est la beauté du pays. Ouais, c'est comme si c'était la France avec 300 millions d'habitants, avec un pouvoir d'achat fort. Donc, le but est de lever un maximum de cash, et plein de fois, et très vite, pour écraser le marché. Et après, tu mets ton modèle économique en place. Et après, on va regarder les chiffres. Et tu vois bien les modèles US, tu regardes les chiffres longtemps après, les startups françaises ou les startups françaises, au bout de 3 ans, tu dis putain, t'es pas break-even, chier quoi. Alors qu'aux US, bien sûr, c'est évident, il ne faut pas que tu sois break-even au bout de 3 ans. Pour peu que tu aies de la Euh, croissance. Hmm. et par contre, il faut avoir une croissance exponentielle. Voilà. Voilà, Et, tu crames l'argent, donc à un moment, ça marche. Tu vois. et alors, du coup, alors, que ce soit Tids ou même Overblog, hein, parce que je sais que vous avez en tout cas percé un tout petit peu avec Overblog là-bas. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de demandes, enfin, beaucoup de questions sur voilà, comment, si on vise en fait les US en termes de marketing, comment tu te fais connaître, par quoi il faut passer, est-ce qu'il faut dépenser en pub, est-ce qu'il faut dépenser, je ne sais pas, en RP. Souvent on a des demandes en fait sur les RP par exemple. Ce serait quoi tes conseils là-dessus? Comment on fait pour RP, connaître? ben c'est ça. RP, c'est comme en Europe. Il faut trouver une bonne agence. Mais c'est pareil, la bonne agence, voilà, c'est plutôt elle qui va te choisir ou il faut vraiment que tu sortes un gros chèque pour qu'elle t'introduise. Donc ça, c'est pareil. Il y a des bonnes agences, il y a des moins bonnes. À toi de voir. Il y en a qui sont spécialisées dans le SaaS, d'autres spécialisées dans la crypto, d'autres dans autre chose. C'est vraiment comme on veut. Et pour le marketing, je dirais que c'est un peu pareil. Je peux parler d'une boîte dans laquelle j'ai investi qui s'appelle Prose, qui est aussi vraiment intéressant parce qu'ils cartonnent aux US. Et eux ont loupé un peu. À la base, c'est un pote, Arnaud Black, que j'avais rencontré à New York, qui est revenu en France, qui a lancé sa boîte, qui fait des shampoings personnalisés. On est loin de tout ce qu'on parle, mais ils font des shampoings personnalisés où tu choisis en fonction du taux d'humidité, du taux d'ensoleillement de où tu habites, comment ton cheveu est. Quoi. Ils te sortent un shampoing pour toi, pour tes cheveux, c'est génial. Et pour ça, ils ont loupé en France, pour la petite anecdote, parce que le centre anti-poison français, pour chaque formule, tu dois déposer, pour chaque produit que tu crées, pour un shampoing L'Oréal, tu dois dire, voilà, si quelqu'un boit, je dépose la formule au centre antipoison, si un enfant le boit, t'appelle et tu dis, ah ok, il y a ça dedans, il faut faire ça. Ok. Mais Mhm. c'est très rigide et c'était fait il y a longtemps. Eux, donc, c'est du shampoing personnalisé. Ils avaient, je ne sais plus, 1 million de possibilités de différents shampoings avec les différents composants. Et du coup, ils n'allaient pas payer 250 euros fois 1 million parce que c'est ce que les mecs demandaient. Donc, ils se sont dit, OK, on ne peut pas faire ça là. On va directement passer aux US parce que la FDA est beaucoup plus souple sur ces histoires de trucs et ils ont compris. C'était plus adapté. Tu vois, même si tu ne mettais pas les mêmes produits, Ouais. c'était quand même des produits, c'était toujours les mêmes mais avec différents dosages. Et ça passait aux US. Bref, donc, ils sont partis aux US et eux, ils ont eu la belle aventure. Ils ont levé avec donc des business angels français et après, ils ont tout de suite trouvé des fonds américains qui les ont accompagnés. Et là, en 3 ans, la boîte est passée de 3 millions de ballots à 180 millions. Et ils ont D'accord. levé avec des énormes boîtes. Le rêve américain, tu vois. Ça existe, hein, le rêve américain. Eux le font très bien. Alors, justement, ce qui est important dans ce que tu dis là, c'est que voilà, donc ils s'installent aux Oui, US, mais hein. c'était pour finir, pardon, juste pour Voilà. que je revenais, c'était pour comment ils font l'acquisition, parce que je les suis bien. Et Ouais. l'acquisition, elle se fait comme en Europe. Tu passes par les GAFA, tu achètes de l'Insta, du Facebook, etc., des influenceurs si tu as besoin. C'est un peu les mêmes techniques. Ça, y a D'accord. pas, c'est juste pas les mêmes prix. C'est juste, tu vois, tu as bien compris que si tu dis, allez, je mets 1 million sur les US, ben, ouais, ça va te payer les visas, puis après, il faut que tu rentres. Donc, c'est plutôt, je sais pas, ça dépend des boîtes, mais à moins de 5 millions de budget pour les US sur les 2 premières années, tu fais pas grand-chose. Hein. Hmm, Sauf hmm. si, après, tu peux partir en mode couteau entre les Pour dents, ça, si c'est du SaaS,
Tu peux déjà aller à San Francisco, t'ouvrir un petit bureau. Il y a moyen de le faire plus petit, mais ça va être plus long, plus lent. Et Alors justement, ouais, il y a des questions là qui commencent à tomber. Alors une question alors, il y a encore des questions pour l'Europe, mais j'y reviendrai juste après, parce que là, on se fait un petit focus US. Une question de Jérôme Galerne. Alors, est-il opportun de chercher à s'adosser à un corpo, donc un big player, pour dérisquer son lancement aux US? alors, j'ai un très bon contre-exemple de ça. C'est Vente Privée qui était venu aux US puisqu'on était dans les mêmes bureaux avec tous les Français, donc on connaît l'histoire de tout le monde. Et il s'était adossé à American Express. Donc là, tu te dis, OK, le réseau d'American Express aux US, il est dingue, hein, c'est le numéro one. Tu te dis, OK, génial. Sur le papier, ça avait l'air génial. Ils ont lancé, ça a été un flop total. Et ils sont rentrés d'ailleurs. Vente Privée n'est plus aux États-Unis après. Donc, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas fait, mais en tout cas, j'ai des exemples et ça n'a pas super bien marché. Mais peut-être parce que le modèle vente privée, c'était pas pour les US, mais peut-être que pour d'autres trucs, ça peut marcher. Je ne pourrais pas me prononcer sur le truc. Ah ouais, Après, toi, ce que tu ouais. proposes, enfin, ce que tu dis, c'est que la croissance organique, en tout cas, si le produit ou le service est bon, est possible en étant un petit peu malin, smart sur les outils et en Si RP. tu, ouais. Ouais, c'est les mêmes outils. Je te dis, il faut juste venir avec un bras armé. Donc, il faut quand même y aller avec des sous parce que tout coûte beaucoup plus cher. Mais tu n'as pas besoin de t'adosser. Après, tout le monde fait la même technique. C'est juste plus cher. Donc, si tu as, de l'argent, tu as toutes tes chances de cartonner aux US, quoi. Ouais, enfin, après, il y a beaucoup de gens qui rentrent hein, parce qu'ils n'ont pas marché, parce qu'ils n'ont pas dépensé assez, parce qu'ils ont fait le mauvais recrutement, parce que leur produit n'est pas adapté au marché américain. Tu vois, il y en a aussi, il y a pas mal de raisons. Alors, j'ai le souvenir, parce que forcément, hein, je vous avais suivi à l'époque, hein, j'ai le souvenir que vous étiez extrêmement présent, donc, c'est pas des RP complètement, mais sur des conférences. Vous étiez SXSW, vous étiez en fait dans pas mal de conférences, même à la télé. J'ai pu vous voir, je crois, sur CNN, ce genre de choses. Comment des petits Frenchies comme ça peuvent arriver en tout cas à se faire entendre par les Américains qui en ont vu d'autres? Comment Bah, c'était? écoute, si on reprend l'histoire des États-Unis, tu sais, c'est une terre d'accueil. Et en fait, malgré tout ce qu'on peut entendre, si tu viens toi aux États-Unis, donc tu fais le Ouais, déplacement et tu dis voilà, je suis résident américain, tu as les mêmes chances que l'américain à côté. Tu vois. Et ce d'accord. qu'il y a de Ouais. bien, c'est que quand tu fais ces conférences ou ces trucs, enfin, tu te fais ton réseau, tu peux tomber sur, je sais pas, le directeur je sais pas, de Dropbox et le mec, si tu es à peu près correct, il va te donner 15 minutes de son temps. Tu vas réussir à accéder à des grands patrons. En France, tu veux parler à Bernard Arnault, mais c'est impossible. Alors qu'aux US, tu peux parler, et on a parlé à des patrons d'énormes boîtes, de CNN, de Twitch, des choses comme ça, où tu arrives à parler à des gens juste parce que il va toujours te laisser un slot. Par contre, si tu dis que des conneries pendant 15 minutes, tu ne le reverras jamais. Mais il Hmm. va te donner un slot, il va te donner une chance. C'est quand même dans leur mentalité d'aller, tu vois, tu peux être n'importe qui, français, allemand, polonais, il va te laisser une chance. Tu vois. Par contre, il faut être aux US. Faut pas, si tu es de passage, il ne veut même pas en entendre parler. Il faut vraiment, quand tu lances ta boîte aux US, il faut qu'il y ait les fondateurs qui soient là. Ça, c'est essentiel. Tu peux pas, même si tu t'adosses à des MD, au début, en tout cas, il faut que tu sois là les premières années pour montrer que tu fais l'effort, que tu es américain, que tu es au même niveau que le mec d'à côté. Hein, tu n'es pas juste de passage pour faire 3 deals et lancer les US. Il ne faut vraiment pas que ça se ressente. Ça. Ouais, je comprends. Et alors, du coup, c'est intéressant parce que vous avez choisi New York comme port d'attache. Ouais. C'est un choix, donc j'imagine parce que c'est proche du monde publicitaire, ce genre de choses. Ou il y Alors, aurait. c'est le monde des médias. Nous, voilà, nous c'était les médias et c'était plus New York et plus la pub, d'une part. D'autre part, quand tu es à New York, tu peux encore bosser avec les équipes en Europe Mhm. parce que tu as une demi-journée en commun. Donc, Ouais, ça, c'est cool. Si tu bouges à San Francisco, tu oublies complètement l'Europe. Tu ne peux même pas travailler avec eux. C'est impossible. Donc, ouais. tu es tout seul de l'autre côté du monde, tu es tout seul en Californie et tu fais ton truc.
Tu peux pas communiquer, t'as même pas, t'as une heure tu peux pas suivre, tu peux pas gérer, tu peux pas. À New York, tu peux encore gérer les équipes techniques ou faire l'autre côté, tu peux pas. Et l'autre côté, voilà, c'est plus ça, c'est plus Silicon Valley, quoi. Après, voilà, bon, il y a plein de New York versus Silicon Valley. Il y a des fois, il y en a qui sont plus New York, d'autres plus Silicon Valley. Ça dépend vraiment de ce que tu fais, de qui tu connais, etc. Parce que là-bas, c'est très consanguin. Ouais, ouais. Et alors, donc là, il y a, alors, je ne sais pas si c'est tout à fait une question, si, mais je crois que tu y as répondu, mais je l'ai dit quand même une question de Loïc Deovan. Pardonne-moi si j'ai mal exprimé la chose. Ton nom, retour génial de Julien, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ma question, comment développer le business à distance sans avoir un bureau aux US? Je crois que tu viens d'y répondre, hein. C'est Euh, très dur, très très dur. Je connais personne qui a réussi. Peut-être après sur de la vente, je sais pas, de meubles, je sais pas quoi, ça dépend du business, mais ça, c'est un peu texte. Si tu veux grossir, avoir une taille conséquente, tu es obligé d'y aller. Tu peux pas. Je vois ouais, pas le truc. Enfin, que j'ai pas un exemple de mec qui ont réussi à distance depuis l'Europe, ça marche pas. ouais, ça marche. Alors, donc, je pense que là, c'est assez clair. Vous n'avez pas fait d'acquisition sur place. Vous êtes, Non, là, pour le non. coup, On a beaucoup discuté avec d'autres boîtes US après, avant de se faire racheter par Altis, donc en 2017. ouais. On avait pas mal discuté avec des grosses boîtes US pour fusionner. Hmm, Donc, on avait quand même atteint une taille critique pour fusionner à 50-50 avec des grosses boîtes US d'accord. de notre Et tu domaine. peux nous dire, enfin, juste pour qu'on ait un peu des métriques en tête, donc que ce soit Teads ou même Overblog, hein, vous étiez arrivé à combien de chiffres d'affaires, par exemple, la partie US et même au global, en fait, dans le monde? C'était quoi, en fait, quand tu as fini, quand tu as revendu, en Mais fait, à… quand on a vendu à Altis, alors moi je suis parti l'année d'après les US de Tids, Ah oui, de d'accord. l'exécutif. On est parti avec Fred et on a monté une autre boîte. Et Hmm. parce que justement, on avait trouvé ce mec, et puis Tids, on était, je sais plus, peut-être 500 à l'époque. Donc c'était quand même c'est beaucoup de commerciaux, donc il y a beaucoup de staff, mais on Ouais. était 500. Et voilà, donc nous, on avait fait le tour, les US étaient lancés. On a vendu Overblog parce que fallait se refocus sur la boîte qui marchait bien, et Tids faisait du chiffre tellement important qu'Overblog, même si c'était très fort en trafic, on a préféré le vendre à Webedia et se focus 100% sur Tids. Et on a vendu toutes les autres boîtes qu'il y avait autour, et il n'y avait plus qu'une seule boîte. Hmm. Et donc, on est parti avec Fred en 2013-14, juste après avoir embauché le gars, qu'il était sur les rails, etc. On a vendu Overblog et on est parti. Mais je sais, j'ai plus les chiffres en tête, mais je sais que les US, c'est devenu, je te dis, en 3 ans, 50% de chiffres. Et on faisait, quand on s'est fait racheter, peut-être 800 millions de chiffres, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est énorme. C'est- Et on faisait peut-être 50 millions d'ébits, c'était un truc comme ça, Ouais, donc ça, pour ces effectivement, eaux-là. ça met tout le monde d'accord. Attention, c'est dans la pub, tu vois, c'est pas, c'est c'est- c'est autre chose, hein, ça dépend du truc. Ouais, Mais oui, mais les US, ça apporte directement beaucoup de chiffres. ouais. Voilà. C'est vraiment un marché comme si la France faisait 350 millions d'habitants. C'est ça. Et tout le monde parle la même langue. Alors justement, ben, là, on a deux questions, enfin une question un peu plus technique, donc au niveau juridique, hein, donc on parle de quoi? De fusion-acquisition, levée de fonds, donc toute la partie administrative juridique de la startup. Comment avez-vous géré l'expansion aux USA et dans les pays d'Europe? Avez-vous gardé vos avocats en France? Est-ce que tu te rappelles? Alors, on a gardé les avocats en France, mais on en a pris aux US parce que ça n'a rien à voir. La fiscalité, le machin, toutes les lois n'ont rien à voir. Après, nous, on n'avait pas besoin de fonds américains. Donc, on n'a pas fait ce qu'on appelle de flip aux US. Mais par contre, toutes les boîtes qu'on conseille, dans lesquelles on investit et qu'on envoie directement aux États-Unis, il faut qu'elles flippent. C'est-à-dire que tu prends ton siège social qui est en France et tu le mets au Delaware, comme tout le monde. Parce que là, tu vas chercher des fonds américains après. Et un Américain ne va jamais investir dans une boîte française, ou en tout cas des mecs aux États-Unis dont le siège est en France ou ailleurs.
peut-être en Angleterre, mais c'est tout. Et il faut vraiment faire le flip, sinon même personne ne te regarde. Aussi bien que ton produit soit, personne ne va te regarder. Donc, il faut que tu passes ton siège directement aux États-Unis. Ça, c'est primordial et ça s'appelle le flip. Et tout le monde le fait. Si on cherche des fonds américains, mais après, ça dépend à quelle étape on bouge. Souvent, on bouge, soit on bouge au tout début, donc juste après le seed, pour finalement faire le produit et tout lancer aux États-Unis. Et là, on va aller chercher en série A des fonds américains qui sont capables de mettre pas les mêmes montants qu'en France. Hein. Je te dis, la série A, il y a toujours quasiment un zéro de plus qu'en France, quoi. Donc, j'exagère, mais c'est quand même beaucoup plus parce que 5 fois plus d'habitants. C'est juste et parce qu'il faut aller beaucoup plus vite et dépenser beaucoup plus. C'est pour ça que quand tu viens, il faut vraiment avoir ces montants-là. Donc en France, soit tu viens au début, soit tu viens en série B, C, quoi. Ouais, je comprends. En fait, c'est ça. Bon, je pense que la réponse est assez claire là-dessus aussi. Question, là on va revenir sur des choses, mais assez importantes. Donc, question de Jonathan Livesco de Brainit. Quels arguments entre fusionner et la levée? Est-ce qu'il y a des arguments, comment toi tu vois la chose? Ou, il faut Bah, préférer l'un? souvent, non, mais souvent tu lèves pour fusionner ou pour acheter en fait. Tu lèves pour faire du M&A, hein, du merge, enfin de l'acquisition, pardon, tu lèves pour acheter la boîte ou tu merges, mais le mieux, c'est de lever. Le mieux, c'est de lever et de racheter la boîte parce que tu gardes la main. T'as pas à faire toute la négoce. Quand tu merges, il vaut mieux bien s'entendre, etc. Mais souvent, quand tu rachètes, bon, le CEO, le machin, tu rachètes tout. Il reste un an pour faire la transition et ils se cassent. En merge, ils vont rester. Donc, il faut que tout le monde ait sa place. Tu vois. Donc, c'est. Puis après, des fois, tu vois, si la boîte elle vaut très cher, t'as peut-être pas levé assez pour aller racheter la boîte. Donc vaut mieux Ouais, merger. ouais, Mais ouais, je après, il ne pense faut que pas merger avec des trop gros parce que sinon tu te retrouves petit et tu peux te faire dégager aussi. Ça arrive oui. aussi. Hein. Question de Soline. Euh, donc, il y a deux questions en fait. Hein. Attention, on rentre dans des choses pointues. Comment accélérer la signature de contrats avec des grands corpos? Faut-il passer par les CEO des boîtes ou pitcher les users et budget owners? Ouais, donc ça, c'est une question plutôt liée à la vente, en fait, au business. Comment tu fais en fait Ouais. pour… Là, je reprends mon ami Jonathan Benamou qui a lancé PeopleDoc et qui l'a vendu à un Américain. Et lui, c'était que les signatures. Il en parlera mieux que moi, évidemment, mais je sais que voilà, il faut taper dans les C-level, sinon il ne se passe rien. C'est plutôt. Vaut mieux Ouais. accéder au top pour descendre que l'inverse. Ouais, ça C'est, une conviction aussi très, très personnelle et un peu ce qu'on a chez Newfund, c'est que justement on est en train d'accélérer là sur la mise en relation de C-level avec les boîtes du top. Mais bon, ça c'est un autre sujet, mais effectivement je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Euh, ouais, j'irai en France aussi, hein, c'est un peu ça. Hein. ouais. Mais, La deuxième question de Soline, c'est comment structurer ces équipes pour ne pas perdre la culture et s'assurer s'assurer d'une bonne communication. Donc, c'est un peu ce qu'on s'était dit tout à l'heure, mais voilà, la notion de culture revient quand même assez souvent quand même. Comment tu arrives à grossir loin de tes bases et en fait, c'est très dur. C'est très dur. Faut pas penser que c'est simple parce que dès que tu as plusieurs pays, tu as plusieurs cultures. Et même aux États-Unis, entre le nord et le sud et l'est et l'ouest, ils sont quand même dans le même pays, ils ont au moins la même langue, mais c'est pas les mêmes cultures. Et c'est très, très dur de faire de la cohésion d'équipe. Nous, chez Tids, ce qu'on a trouvé de mieux, et c'était vraiment top, ça coûte cher aussi, c'était de réunir tout le monde une fois par an à un grand séminaire et toutes les équipes se rencontrent. Voilà, tu mets un Espagnol avec un Américain, le Mexicain avec un Japonais, parce qu'après Tids est devenu très gros, hein, il y a des antennes au Japon, en Asie, etc. Et voilà, et là tu sympathises et tu arrives à véhiculer un peu cette culture. Parce que après, c'est très délicat voilà, d'envoyer la même culture d'entreprise à un Américain qu'à un Espagnol. Les mecs ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas le même délire, ils n'ont pas les mêmes horaires, ils n'ont pas les mêmes façons de travailler. C'est
très compliqué. Mais rien que nous, au séminaire, tu vois, rien que tu faisais travailler des Allemands et des Espagnols, ils ne travaillent pas pareil, les gens. C'est pas du tout le même. Chacun s'en sort à sa manière, mais c'est pas la même chose. C'est très dur. Donc ça, c'est très dur de garder la cohésion d'équipe. Alors, nous, c'était le séminaire pour une fois par an. Alors, ça coûtait très cher. Après, on l'a fait avec des plus petites équipes ou par département. Mais c'est bien de mélanger tout le monde. Même si ça coûtait cher, on faisait bouger les Américains et on les mettait tous. Voilà, on en a fait un à Malte. Voilà, on était tous à Malte. Je sais plus combien il y avait de personnes, 300-400 à l'époque. Enfin, Ah oui, ça fait quand même des grandes c'était étapes. gros, hein. Je dis pas que c'est parfait, mais c'est ce que nous on faisait et ça marchait plutôt bien, en tout cas pour la cohésion d'équipe. Et les gens attendaient vraiment Ouais. ce truc-là. Après, c'était beaucoup de commerciaux et ils avaient besoin voilà, de ça pour s'enlever tout le stress de l'année, quoi. Ouais, je Donc c'était comprends. le rituel Et, qui était très important pour tout le monde. ouais. Et il y a souvent des trucs et astuces du style de voir par exemple une langue commune, c'est-à-dire l'anglais pour tout le monde, dans tous les mails Ouais, bah à la ça maison. maintenant, je pense que effectivement, tout est en anglais, tous les mails sont en anglais, tous les trucs sont en français, en anglais. Ça oui, non, tout est en anglais, il n'y a pas de. Et même pour les équipes françaises qui sont restées derrière, où il y a quand même un. Ouais, nous, bah, même moi, ce que je vois dans toutes les boîtes dans lesquelles on fait, enfin, tout ce que tu documentes, c'est en anglais. Ouais. Après, quand tu fais un call, s'il n'y a que des Français, bon, bah, il vaut mieux parler français, quoi. Mais le reste, c'est que en anglais, ouais. Tout est en anglais. Voilà, on Ouais. a. Du coup, il faut que tout le monde parle anglais. Je sais que c'est pas toujours le cas. Même moi, je ne parlais pas super bien anglais. C'est aussi un souci, quoi. Si ton CTO, aussi bon qu'il soit, et que tu rachètes des équipes aux US et ils parlent mal anglais, bah, c'est chiant. C'est très chiant. Donc, autant quand tu es que en France, bon, voilà, parle mal anglais, c'est pas compliqué. Mais dès que tu deviens gros, ça peut devenir un problème. Et souvent, c'est le CTO américain qui va prendre le lead. Ouais. Du coup, il y a une petite question là. Allez, on va faire un petit pas de côté. On arrive presque à la fin de la session et j'ai encore deux, trois questions qui Ah ben sont. j'ai même pas, je suis qu'à on est qu'en 2013-14, hein. Je raconterai la suite plus tard. Non, non, non. Si tu veux continuer sur la suite, Non, 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 vas-y, mais c'est mieux les questions-réponses, ça intéressera plus. qui était un peu rigolote, c'est quel est un peu ton meilleur souvenir justement de ces aventures internationales, hein, que ce soit l'Europe ou les US. C'est quoi ton meilleur souvenir, ce qui t'a le plus marqué en fait dans cette période? Plus marqué, je le conseille à tout le monde d'avoir enfin, l'expérience new-yorkaise. Voilà, New York, on a toujours tous l'impression de connaître cette ville qui est dinguissime, avec une énergie de malade. C'est vraiment un kiff de bosser là-bas, même si ça prend beaucoup d'énergie, ça prend tout. Cette ville te bouffe, mais elle te donne tellement que c'est vraiment avoir vécu là-bas, c'est vraiment quelque chose de magique. Ouais. Après, je peux te donner une anecdote c'était assez rigolo, mais on allait sur Overblog, on est allé voir Snoop Dogg. Donc, tu vois, on avait rencontré, tu vois, ça c'est la magie de New York. Tu vas boire un verre dans un bar, tu parles avec un mec, le mec c'est l'agent de Snoop Dogg. Tu dis, ah, mais attends, il adore le web, machin. Venez lui parler d'Overblog, il va adorer, truc. Paf, hop, tu vois, 2 semaines après, on est à Los Angeles, dans son studio. Ou comme dans les films où tu as peut-être, lui il est là, ils écoutent de la musique, il est 11h du mat, il nous a déjà mis 1 heure de délai dans la gueule, mais bref, il est là et il y a plein de potes, tu sais pas ce qu'ils font, mais vraiment comme dans les films, hein. Ils fument tous plein de choses et ils écoutent de la musique, puis à un moment il vient de voir, ah c'est cool, c'est quoi vous faites Overblog, ok, on va faire des photos et tout, et puis on lui avait créé son blog avec tous les trucs, et puis ça nous a fait de la promo là-bas, c'était assez cool. Ah, tu vois, tu peux faire ça sans être ça en étant personne, quoi. C'est plutôt cool. Tout est possible, quoi. Tout est possible. Et Ouais, tout est possible. à l'opposé, c'est quoi ton pire souvenir, la plus grande galère? Euh, euh, Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être on allait signer un énorme compte, c'était Twitch. Alors sur la boîte d'après, ça s'appelait Secret Media. On a développé une technologie pour empêcher les adblockers de fonctionner parce que c'était très pénible pour les revenus des publishers. Ouais.
Et on allait signer Twitch. On a bossé, je ne sais plus, 6 mois sur la techno avec eux, etc. On a signé les papiers, les machins et tout. Ça nous a pris beaucoup de temps et d'énergie. On s'est fait avoir comme des bleus. À la fin, ils ont dit, bon, en fait, non, on va pas le faire. Et puis toi, tu te dis, oh, enfin, non, mais je vais vous attaquer. On a un contrat. Ben, ok, allez-y, attaquez. Nous, on s'appelle Amazon. Ok. Donc, tu vas pas les attaquer parce que ça va te coûter 1000 fois trop cher. Ouais. Tu vas rien gagner. Et on a perdu 6 mois de taf et c'était un contrat de plusieurs millions. Et puis voilà, puis on l'a pas fait. Ça, c'était très, très dur à encaisser. Et ça, je suis pas le seul cas, hein. Les Américains, ils peuvent être violents, hein. C'est comme quand tu vires ou t'embauches, c'est du jour au lendemain. Et un contrat, faut vraiment bien. Pour ça que tout donner à un industriel, là, un gros, il peut vite te bouffer parce que tu mets toutes tes ressources dessus. Et puis au final, ça peut ne pas se faire. Après, si ça se fait, c'est magique, hein. Tu vois, tu bosses avec Twitch, ça finit, quoi. Mais ouais, ça, c'était dur. Ah, ok, je comprends. Alors, il nous reste peu de temps, mais on va essayer d'en parler. C'est ta nouvelle aventure, Ariani? Oui, bah écoute, voilà, donc juste pour rattraper vite fait, du coup, on a monté notre boîte qui n'a pas marché, qui était le truc anti-pub. Et ensuite, on s'est jeté corps et âme dans cette nouvelle technologie qui était en train d'arriver, qui était Bitcoin, avec cette technologie blockchain qui était le sous-jacent et qui est vraiment passionnant. On ne comprenait rien au début, mais voilà, on s'est dit, mais ça a l'air d'être vraiment sympa et c'est devenu vraiment quelque chose de très cool, la technologie qui en est sortie derrière, au-delà de l'aspect spéculatif de Bitcoin. Il y a plein d'applications que tu peux faire grâce à cette blockchain. Et donc, ouais, on a fait pas mal de choses dessus. On a monté une ferme de mining au Canada, donc ça, c'est pareil, c'est très rigolo. Je pourrais en parler des heures. Et on a fait toute la folie de la bulle ICO. Parce qu'on a raté la bulle du 2000, j'étais un peu trop jeune. Mais là, je l'ai vécu, la bulle ICO, pour ceux qui n'ont pas connu. Voilà, c'était le levée de fonds sous forme de token où les valorisations se sont envolées. Et ça a vraiment fait une grosse bulle. Mais c'était sympa de le vivre de l'intérieur. Sur une de nos boîtes, on avait fait une ICO, on avait levé 25, 30 millions en quelques heures de temps, quoi. C'était, alors avec des gens qu'on ne connaissait pas, dont 20% de Coréens. Voilà, c'était la folie. Bref, après, on a remis les pieds sur terre et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut vraiment faire comme application. Et on a lancé la boîte dont je m'occupe encore aujourd'hui, qui s'appelle Ariani, qui permet de faire les certificats d'authenticité et de propriété de n'importe quel objet de valeur qu'on met sur une technologie blockchain. Donc, finalement, on connecte des objets via ce passeport numérique, ce pendant numérique de l'objet, donc ta montre, ta voiture, ton manteau, tout ce qui a une valeur intéressante et qui a un intérêt à être connecté au-delà de l'authenticité de la propriété. Donc voilà, on peut rajouter des services à tous ces objets-là via ce passeport-là. Ce passeport, voilà, est aussi le certificat d'authenticité puisqu'il est basé sur une blockchain, n'importe qui peut aller vérifier. Donc, il y a plein de use cases intéressants. Je peux te donner des trucs. Par exemple, là, on peut travailler avec une marque de manteaux qui a des puces NFC dans les manches. Et depuis l'app, l'idée est d'aller chercher ton forfait de ski 3 vallées depuis le certificat de ton manteau. Et ça te connecte la puce là avec le système 3 vallées et tu pourras prendre ton forfait de ski via le certificat de ton truc. Ou tu peux aussi, l'autre truc rigolo, c'est pareil dans le futur, mais c'est de dire à Fortnite de pouvoir lui montrer sur la blockchain que je suis bien l'unique possesseur de telle paire de baskets. Et du coup, mon bonhomme, dans le jeu, pour 5 euros de plus, il a ma paire de baskets de telle marque. Parce que je lui ai prouvé, et lui, il peut aller vérifier sur la blockchain que je suis bien l'unique possesseur de ce numéro de série de telle chaussure. Ouais. Il y a plein de use cases comme ça qui sont vraiment dingues. Et voilà, et on rajoute un canal de communication. En plus, les marques parlent directement, non pas avec les gens qui ont acheté l'objet, mais avec les gens qui le possèdent. Donc, même si moi, Fred, je te vends ma montre, la marque de ma montre va pouvoir t'envoyer un message alors qu'elle ne te connaît pas. Ouais. Sans savoir qui tu es, mais parce que tu possèdes l'objet. Et Voilà. donc, Ouais. on voit les possibilités, enfin, le champ des possibles est juste immense. C'est déjà un projet donc forcément international, hein, parce que qui parle de luxe, ou en tout cas de. Alors, c'est international, oui, non, mais on a de la chance qu'on a pris un go-to-market, et c'est pas forcément idéal, mais on a pris un go-to-market du luxe, et il se trouve que toutes les marques de luxe, en tout cas la plupart, sont en France et en Suisse. On reste encore un peu en Italie.
Mais donc on reste européen aux États-Unis. Il y a pas beaucoup de marques de fashion. Hein. En tout cas, c'est pas. Donc voilà, pour le coup, on fait un peu d'international, mais on reste en Europe aussi. Wow, ouais. Going Global avec Julien Romanetto. Voilà, je pense que ben, au nom de l'ensemble des personnes qui étaient présentes là ce soir, je te remercie énormément en tout cas pour le temps que tu as passé avec nous. Et puis, ben, je remercie tous ceux qui ont été présents aussi. C'était bien de vous voir. Merci pour vos questions. Et ben, on continuera comme ça à mettre en scène, mettre en valeur des entrepreneurs qui ont réussi et qui ont en tout cas des choses intéressantes à raconter. J'espère que, voilà, j'espère que c'était à la hauteur de vos attentes. Là, il y a quelques personnes qui disent que c'était plutôt passionnant et inspirant. Donc, je pense que l'objectif est atteint. Merci, Julien. Parfait, ben Très, très merci vite. Et beaucoup. puis, bon courage pour Quand y tu aller. veux, avec plaisir. Voilà. C'est cool. Merci à tous. À très, très Merci. bientôt. On the cash out, only take the big when ass out. She from Malibu, Malibu. You ain't got a bullet, then she laughed at you. Merci, Francis. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole. She think I'm a player. She keep running back though. Je coupe la session.